Salut les abductés, vous allez bien? Aujourd'hui, je commence l'épisode un peu différemment, non? Parce que l'histoire est vraiment complexe, vous voyez? Une jeune femme de 20 ans a eu la vie fauchée en février 2013 et même avec 3 personnes condamnées pour le crime, l'histoire est encore bien vivante. La façon dont tout s'est passé reste encore floue et pleine de questions, au point de susciter des soupçons même sur les autorités qui ont enquêté sur l'affaire. Est-ce que tous les condamnés sont vraiment coupables? Est-ce que quelqu'un n'a pas payé pour le crime, tandis que quelqu'un d'autre a payé trop cher? Eh bien, c'est l'une des réponses que nous allons essayer de trouver dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis Marcos Campos. Soyez tous les bienvenus. Chaque semaine, il y a de nouveaux épisodes ici. Si vous aimez les affaires criminelles et mystères, abonnez-vous et suivez la chaîne. Rejoignez aussi notre club de membres si possible. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Restez simplement avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Aimez et laissez un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji, ça aide déjà beaucoup à l'engagement. Regardez, les amis, j'ai divisé l'épisode en segments, en parties. Alors, on va commencer par vous présenter les personnages, puis la chronologie des faits, selon certaines pistes d'enquête, avec quelques témoignages. En fait, c'est ça. Les messages sont passés, passons aux faits. Nelly Carina Del Pozo Mosquera est née à Quito, Équateur, le 14 octobre 1993. Elle était la plus jeune fille de Maria Teresa Mosquera et avait pour frères et sœurs Maria Cristina, Eric et Milton. Son père était décédé alors qu'elle n'était encore qu'un bébé de 11 mois. Et cela a fait que la petite fille est toujours restée très proche de sa mère, Maria. Sa mère travaillait comme enseignante à l'école Manuelita Sáez, école où Carina était élève. Au lycée, Carina était très extravertie et sociable. Au lycée, elle a rencontré Alejandra Orreda, qui avait 1 an de moins qu'elle. Et là, elle a découvert qu'Alejandra vivait à seulement 2 rues de chez elle. Et toutes les deux ont alors commencé à aller à l'école ensemble. Elles sont finalement devenues inséparables, de grandes amies. Même après les cours, elles trouvaient toujours un moyen de discuter, même par téléphone. Les amies ont été sélectionnées pour l'équipe de basket et s'entraînaient aussi bien à l'école que dans les rues où elles habitaient. Et avec le temps, elles ont formé la première équipe féminine du quartier, et pour promouvoir cette équipe, elles ont distribué des prospectus partout. Très connues dans la région, elles étaient amies avec la plupart des jeunes et passaient leurs après-midi à discuter tous ensemble dans une ambiance de quartier convivial. Eh bien, elles ont grandi amies avec tout le monde dans le quartier. Et cette amitié semble s'être renforcée jusqu'au début de leur vie adulte. Ceux qui connaissaient Carina à l'époque disaient qu'elle était joyeuse, contagieuse et avait beaucoup d'humour. Mais en 2009, quelque chose de très mauvais allait arriver dans la vie de Carina et cela l'a profondément bouleversée, de façon très importante, très sévère. Sa mère a eu un cancer et est décédée quelques mois plus tard. Carina n'avait que 16 ans et vivait maintenant seulement avec son frère, Milton, qui n'était pas beaucoup plus âgé qu'elle. Après le décès de la mère de Carina, elle n'était plus cette jeune fille joyeuse que tout le monde avait l'habitude de voir, de ressentir. Elle était désormais toujours triste, même désabusée, et a commencé à douter de sa foi. Alejandra, cette amie à elle, en bonne amie qu'elle était toujours aux côtés de Carina. Et elle a parlé avec ses parents, les parents d'Alejandra, de tout ce qui se passait dans la vie de son amie. C'est alors qu'ils ont décidé d'offrir à la jeune fille de venir vivre avec eux, au moins, jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité. Carina était ravie de l'invitation, mais ne voulant pas laisser Milton seul, elle a finalement refusé. C'étaient 2 jeunes seuls au monde pour la première fois. Et très vite, ils ont dû s'inquiéter des dépenses domestiques. Ainsi, Carina a commencé à faire des petits boulots et des missions en freelance. Mais malgré la tristesse qu'elle ressentait et le fait qu'elle ait un peu changé de comportement, elle a gardé son sens des responsabilités. Grâce à son sens des responsabilités, elle couvrait les dépenses de la maison. Pour elle et pour son frère, elle arrivait encore à être extravertie et communicative quand il le fallait. Ainsi, elle trouvait des emplois comme promotrice de vente ou même mannequin lors de certains événements. Mais bien sûr, avec tout ce stress intérieur qu'elle traversait, les doutes et les angoisses d'un début soudain de vie adulte, elle a fini par laisser ses études de côté. Et, en gros, c'est la biographie de notre personnage principal de l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, découvrons un peu David.
À la même époque où tout cela arrivait à Karina, elle a rencontré un gars appelé Giovanni David Pina Bueno, connu de tous là-bas simplement sous le nom de David. À l'époque, âgé de 19 ans, il était l'un des 4 enfants du couple Patricia Bueno et Eduardo Pina. David travaillait déjà comme graphiste et était champion d'arts martiaux mixtes, le célèbre art martiaux mixte. Il était fort, tatoué et avait un style vestimentaire que les gens considéraient comme un peu particulier, que certains trouvaient même intimidant. Je vous donne ces détails maintenant parce qu'ils auront tout leur sens plus tard, pendant l'enquête sur l'affaire, d'accord? Beaucoup pensaient un bon même qu'il faisait partie d'un gang, mais en réalité, Motoazize Kouarali, il était connu pour être un gars calme, introverti, qui ne changeait que lorsqu'il en avait besoin. Il percevait quand un proche avait un problème, ce qui modifiait totalement son attitude. Pour protéger ces personnes, ses amis en somme. Et cela était même arrivé une fois avec une de ses anciennes petites amies. Un homme a commencé à la draguer et il a dû intervenir pour défendre son ex-petite amie. Alors, quand il a rencontré Karina, ils sont sortis quelques fois, mais il n'y a jamais vraiment eu de relation amoureuse. Ils se sont séparés avec le temps, sans drame ni dispute. Ils ont simplement compris qu'ils ne s'aimaient pas assez pour commencer une relation plus sérieuse. Ils sont donc restés amis et le temps a passé, et ils ne se voyaient même que rarement. Karina était concentrée sur l'amélioration de sa situation économique. Elle cherchait du travail et laissait des copies de son curriculum vitae partout où elle le pouvait. Et c'est lors de l'une de ses recherches qu'elle a rencontré Maria Cecilia Rivera Ortiz, ou simplement Cecilia, une autre fille de son âge. Elles n'étaient pas très proches, mais comme elles avaient plusieurs connaissances en commun, elles ont commencé à chercher du travail ensemble. Quant à Juan Pablo, un autre personnage, c'est Cecilia qui l'a présenté à Karina. Dès le début, elle a ressenti une certaine affinité pour ce garçon. Cependant, il n'a pas montré d'intérêt pour elle, du moins pas d'intérêt amoureux. Eh bien, le prochain personnage de cette histoire vraie est José Sevilla. Et c'est Juan Pablo qui a fini par présenter Karina à lui, qui était son ami. José Antonio Sevilla frère était un jeune homme de 21 ans, qui vivait encore avec sa mère dans la ville de Rumiñahui. Et grâce à la situation économique favorable de sa famille, le style de vie de ce jeune homme était plutôt détendu, disons. Ou pour parler franchement, très fêtard. Plus tard, José s'est associé à Karina et à Cecilia en tant qu'organisateur d'événements. Cependant, les filles ont vite entendu des rumeurs dans les cercles qu'elles fréquentaient, selon lesquelles il était dealer de drogue. Et les signaux d'alerte ont commencé à clignoter dans la tête des filles, surtout dans celle de Karina. Karina a tout de suite ressenti de l'antipathie pour ce garçon et voulait s'éloigner. Mais il faisait partie du même cercle d'amis, donc ce n'était pas, disons, aussi simple que ça. On le sait, non? En théorie, c'est facile. Je vais simplement supprimer, mais quand tu es là, dans cette situation sociale, finalement, ce n'est pas si simple. Arrêter de côtoyer quelqu'un du jour au lendemain, une personne qui fait partie de ton cercle, n'est-ce pas? Et pour aggraver les choses, les amis, Karina a découvert, ou plutôt a remarqué, que ce José Séville devenait violent chaque fois qu'il consommait de l'alcool. Au-delà de la limite, tu vois? Et il avait aussi l'habitude de se battre, notamment dans des boîtes de nuit. Dans ces bagarres, presque toujours. Il était avec son meilleur ami, Manuel Gustavo Salazar Gomes, qui avait 1 an de moins que lui. Découvrons ce Manuel. Manuel Salazar étudiait à l'Université San Francisco de Quito et vivait dans le quartier El Dorado, au centre de la ville. Cependant, il était courant qu'il passe plus de temps chez José que chez lui. Comme je l'ai dit, toutes les personnes que j'ai présentées jusqu'à présent fréquentaient presque les mêmes endroits, les mêmes cercles sociaux. Bien que Karina ne connaissait pas très bien ces deux-là, c'est-à-dire Manuel et José, elle savait qu'ils n'étaient pas vraiment des gens très bien. Ils n'étaient pas très fiables. C'est-à-dire, les gars, tous les personnages de l'histoire jusqu'à présent sont ceux que je vous ai présentés. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'intrigue, mais je voulais souligner qu'ils étaient tous très jeunes. Karina, une personne calme vivant avec son frère, a connu de grandes pertes, n'est-ce pas? Sa mère, le père, vivant seule avec son frère, elle a dû rapidement devenir adulte. Pourtant, elle restait lucide et tenace.
Mais elle n'a pas réussi à se détacher de ce cercle social dans lequel, un peu par hasard, elle s'est retrouvée. Et voilà l'un des maillons de la chaîne de l'intrigue que nous allons découvrir à partir de maintenant. Eh bien, malgré de nombreuses difficultés, Karina a pu terminer le lycée en semi-présentiel. Elle voulait continuer à étudier pour avoir une vie plus sûre, plus stable, économiquement parlant, n'est-ce pas? Cependant, elle savait qu'avec ses revenus limités, il serait impossible de payer des études supérieures. Pour poursuivre ses études, elle savait avoir besoin d'un emploi stable. Elle ne pouvait plus vivre comme promotrice d'événements indépendante. Elle devait trouver un emploi, et c'était urgent. Pendant ce temps, l'ami de Karina, David, avait aussi des soucis. C'était en 2012. Sa mère atteinte d'un cancer en phase terminale, il a donné des cours de arts martiaux mixtes pour payer ses médicaments essentiels. Il a commencé à enseigner les techniques martiales à José Séville, qui s'entraînait avec Manuel. Et oui, non, ils étaient dit presque toujours ensemble, Manuel et José. Manuel a également montré un certain intérêt à apprendre le art martiaux mixte, mais David n'avait pas vraiment confiance qu'il aurait réellement la motivation nécessaire pour cette activité physique. Un jour après un cours, David a dit qu'il devait raccompagner sa petite amie de l'époque, Maria, chez elle. Soudain, Manuel, sans doute pour être aimable avec le professeur, a proposé sa voiture à David pour reconduire sa petite amie, et il a accepté. Et voilà que David, qui avait déjà plein de problèmes personnels à cause de la maladie de sa mère, a retourné la voiture de Manuel. Personne n'a été gravement blessé dans l'accident, mais la voiture s'est pratiquement désintégrée. Immédiatement, David a appelé Manuel qui, malgré la situation, étant resté absolument calme et a même minimisé l'affaire. David n'arrivait pas à croire que même après l'accident, il lui restait encore un peu de chance. Ou pas, comme nous allons le voir, ainsi ils ont renforcé leur lien d'amitié et de confiance. Est-ce que Manuel était vraiment un gars comme ça, super gentil, cool? Après tout, son ami a détruit sa voiture, mais il a survécu. Rien ne s'est passé. Voyons les prochains chapitres. Mardi 19 février 2013. Karina a dit à son frère, Milton, qu'elle allait au ministère des Relations du Travail pour régler les démarches de son dernier emploi. Ensuite, elle déposerait des curriculum vitae avec Cécilia, ne voulant pas perdre de temps au chômage. Ce jour-là, elle portait une veste noire, un chemisier en cuir marron, un short vert et un collier auquel elle accrochait une chouette métallique, un pendentif en forme de chouette métallique. C'était la dernière fois que Milton, frère de Karina, la voyait vivante. Après avoir déposé leur curriculum vitae, les jeunes filles ont décidé de profiter un peu du reste de l'après-midi et sont allées dans un bar pour prendre un verre, comme la plupart des jeunes le font. Ils ont commencé à discuter entre eux par message et bientôt d'autres amis, d'autres membres de ce groupe ont été appelés à les rejoindre. Tous sauf David. David était allé au garage pour se renseigner sur les dégâts de la voiture qu'il avait retournée. De Manuel. C'est là qu'on lui a appris que la voiture de Manuel était irréparable, perte totale. David a parlé avec Manuel, qui lui a encore dit de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien et qu'il devait venir. Les rejoindre au petit bar pour se divertir. David a accepté. Juan Pablo a convaincu tout le monde d'aller profiter du reste de la soirée chez lui, dans son appartement. Et en chemin, ils ont acheté plus de boissons, de la vodka et d'autres choses, et ils sont allés chez ce garçon. Il n'était pas très tard, mais Karina voulait déjà partir à ce moment-là. Cependant, elle a été convaincue de rester un peu plus longtemps, car Juan a assuré que, plus tard, il ramènerait tout le monde chez eux. Et la soirée s'est donc prolongée, et ils étaient de plus en plus alcoolisés. David est arrivé plus tard à la petite fête, parce que après l'atelier, il était allé rendre visite à sa mère pour savoir comment elle allait. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu Karina, alors ils sont restés ensemble là, à discuter pendant longtemps. Une autre personne est arrivée plus tard à cette petite fête, un nouveau personnage de notre histoire. Il s'appelle Nicolas Léon, ami de Juan Pablo et ex-petit ami de Cécilia. C'était une soirée, disons, très animée à ce qu'il paraît. Karina a envoyé un message à son frère disant que tout allait bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'elle était là avec des amis et elle a détaillé toutes les personnes qui étaient avec elle. Parmi toutes ces personnes qui étaient à cette petite fête, le seul encore sobre était David. Parce qu'il avait ce mode de vie de sportif, n'est-ce que c'est vrai ?
Professeur de arts martiaux mixtes, il ne voulait pas boire d'alcool, mais a finalement cédé à l'insistance d'une personne présente. Et puis il a commencé à boire aussi. Cela faisait 18 mois que David n'avait pas consommé d'alcool. Et donc l'alcool a eu un effet plus rapide sur lui. En peu de temps, il était déjà complètement ivre, bien saoul. Pendant la fête, Karina, José et Cecilia descendaient tout le temps au parking de l'appartement pour fumer, car Johan n'autorisait pas de fumer dans son appartement. Bien sûr, à cause de ces disparitions, disons, les autres amis ont commencé à soupçonner que le couple ne descendait pas uniquement pour fumer, mais qu'il se passait quelque chose entre eux, une sorte de relation plus intime. Les gens étaient tellement alcoolisés, mais apparemment, celui qui était dans le pire état à ce moment-là de la petite fête, c'était David qui avait du mal à rester éveillé. Alors, vers 2 heures du matin, quand tout le monde avait déjà largement dépassé les limites de la sobriété, Manuel s'est proposé de ramener chacun chez soi. Encore un maillon de la chaîne, n'est-ce pas? En sortant de la maison, tout s'était défoncé. Qui va conduire, n'est-ce pas? Dans tout ce bazar, tout le monde a accepté sans vraiment comprendre ce qui se passait. Car comme je l'ai dit, ils étaient pas bien ivres. Et regardez, les gars, tout ce que je vous raconte est basé sur les témoignages des personnes impliquées dans l'affaire, d'accord? La partie suivante est basée, en plus de ces témoignages, également sur les preuves du dossier et sur les enregistrements système de positionnement global de la voiture de Manuel. La première à être déposée chez elle a été Cecilia, qui a même invité Karina à descendre avec elle, peut-être pour rester chez elle. Mais son amie a préféré rentrer chez elle. Alors Karina a profité de ce moment où la voiture s'est arrêtée pour déposer d'abord Manuel chez elle, puis les autres amis. Mais Manuel a dit à Karina que ce serait un léger détour, tu vois, hors de l'itinéraire qu'il comptait faire jusqu'à chez elle, puis revenir pour déposer tout le monde. Alors, il a suivi l'itinéraire qu'il avait en tête. Et donc, en à peu près 15 minutes, Manuel a déposé Nicolas chez lui, Manuel et son copilote, et meilleur ami, José. Les deux, tu te souviens? Ils étaient toujours ensemble, n'est-ce pas, Samé? Ils ont décidé de déposer David, profondément endormi sur la banquette arrière, près de Karina, qui dormait aussi. Faites bien attention à cette partie. Manuel a à peine arrêté la voiture devant la maison de David, puis il est sorti sans un mot et a plus ou moins pénétré dans la maison. Ça, c'est basé sur les témoignages, d'accord? Très bien. Sur le téléphone portable de David, il y a l'enregistrement d'un appel de sa petite amie. Cela s'est passé vers 3 heures du matin. Maintenant, dans la voiture, il n'y avait que les deux amis, Manuel et José, et Karina, qui, comme je l'ai dit, dormaient sur la banquette arrière. Comme je l'ai dit, non? Ou comme ils l'ont déclaré. La voiture est allée jusqu'à un quartier rural connu sous le nom de Lanotico, au nord-ouest de la ville de Quito. Eh bien, les deux ont alors sorti Karina de la voiture et l'ont emmenée dans une zone plus isolée, dans un ravin, là au milieu de la végétation. Là, ils ont abusé de la jeune femme et finalement, ils lui ont frappé la tête jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Ils ont recouvert le corps de la jeune femme de branches et de feuilles, puis sont partis. Manuel, pour une raison jamais expliquée, a gardé le téléphone de Karina avec lui. Le matin du 20 février 2013, Milton, le frère de Karina, a remarqué que sa sœur n'était pas rentrée à la maison. Bien sûr, il a donc essayé de la contacter, mais sans succès. Milton connaissait très bien sa sœur et savait que quelque chose n'allait pas, vraiment pas, car elle était une personne de confiance, responsable. Elle n'allait pas simplement disparaître sans donner aucun signe de vie, sans dire ce qui se passait. Il a tenté de joindre les amis présents avec elle la veille, sans rien découvrir. Le lendemain, Milton a signalé la disparition de sa sœur. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, Karina était une personne très appréciée de tous ceux qui la connaissaient. La nouvelle s'est vite répandue, lançant une vaste campagne avec affiches et publications sur les réseaux sociaux. Aidez-nous à la retrouver. Retrouvons Karina. À partir de ce moment-là, une enquête officielle allait commencer. Et c'est Vicente Reynoso qui allait diriger cette enquête sur ce qui était alors considéré comme une disparition. Sous cette pression sociale, Vicente Reynoso a vite cherché une solution à cette affaire. Il a d'abord ordonné de convoquer tous ceux présents avec Karina lors de sa dernière nuit, dont le lieu était connu. Cecilia et Nicolas ont affirmé ne pas savoir ce qui aurait pu arriver à leur ami.
car ils ont été les premiers à sortir de la voiture, n'est-ce pas, sur ce trajet de covoiturage. Puis dans Manuel et José ont narré une histoire étrange et similaire. Ils ont dit que la dernière fois qu'ils ont vu Karina, c'est quand elle leur a demandé d'arrêter la voiture pour descendre. Ainsi, elle est montée dans un taxi dans un quartier du nord de la ville. Le dernier à témoigner a été David. Il a affirmé qu'il ne se souvenait de rien parce qu'il avait trop bu et que sa mémoire s'était tout simplement effacée. Mais peu après, il a changé sa version, une erreur qui lui a coûté très cher. Sous la pression des autorités, David a validé la version des 2 autres jeunes sur ce taxi. Maintenant, il y avait 3 personnes avec la même histoire du taxi. Une histoire qui, d'une certaine manière, semblait cohérente, mais qui s'est effondrée dès que les autorités ont vérifié le système de positionnement global du véhicule de Manuel. Le véritable trajet a été confirmé, et ce n'était pas celui indiqué par Manuel et José, ni par David. Maintenant, ce n'était plus le cas. Les enquêteurs ont donc revu le trajet enregistré par le système de positionnement global et ont fini là-bas, à Llanotico, cet endroit où ils auraient emmené la jeune fille, abusé d'elle et lui auraient ôté la vie. Comme le système de positionnement global indiquait qu'ils s'étaient arrêtés là pendant un long moment avant de rentrer chez eux, les autorités ont commencé à inspecter la zone avec plus d'attention. C'était le 27 février 2013, 7 jours après la disparition, quand Julián Salguero et Miguel Salas, de l'unité anti-sequestro, ont suivi un chemin de pierre jusqu'à un belvédère entouré d'eucalyptus. À cet endroit, les agents ont trouvé, suspendu à une branche, un pendentif en forme de chouette, ce pendentif appartenant à Karina. Et cela, bien sûr, était un signe évident que quelque chose était caché dans les environs, n'est-ce pas? Et tu sais, ce n'était même pas difficile de trouver le corps, tu vois? Déjà en décomposition, celui de Karina abandonné là, sur un talus, à un peu plus d'1 mètre de ce pendentif. C'est là qu'ils ont trouvé les restes de Karina, recouverts de branches et de feuilles. Elle est décédée le même jour que sa disparition. Elle avait des fractures à plusieurs os de la base du crâne, ses ongles étaient rouges et remplis de saleté. Et après avoir analysé le corps, les symptômes indiquaient une mort par hémorragie cérébrale, due à un grave traumatisme crânien causé par des coups à flux de pierre, en plus d'avoir été étranglée. L'analyse médico-légale a conclu que la jeune femme est morte après plus de 25 coups à la tête, causant de multiples fractures. L'attaque a été brutale et des signes d'abus sexuels ont aussi été découverts. Des mandats d'arrêt ont alors été émis contre les 5 jeunes qui étaient avec Karina le jour de sa disparition. Et parmi ce petit groupe de la fête, seul Juan Pablo n'a pas été inclus dans l'enquête, car rien n'indiquait qu'il avait participé à une quelconque forme de préméditation du crime. L'affaire a pris une grande ampleur, n'est-ce pas? Elle est devenue connue au niveau national. Cette nuit-là, le ministre de l'Intérieur, José Serrano, a exposé ce qu'il savait sur l'affaire. En quelques heures, de nombreux Équatoriens sont descendus dans la rue pour demander justice. Des voix se sont élevées. Pendant que la veillée funèbre avait lieu, les autorités ont arrêté Cecilia, Nicolas, José Manuel et David. Les 5 ont été accusés comme supposés auteurs du crime d'homicide volontaire prémédité. Des proches, avocats, artistes, politiques, universitaires et militants ont présenté l'initiative citoyenne Karina Del Pozo à l'Assemblée nationale. C'était une lettre publique adressée au président du législatif de l'époque, Fernando Cordero, dans laquelle il demandait que le féminicide soit inclus comme crime, compris comme l'assassinat intentionnel d'une femme du fait qu'elle soit une femme. Cette initiative prévoyait aussi le durcissement des peines et 35 ans de prison pour le féminicide. Gina Godoy, qui à l'époque était vice-présidente de la commission de justice de l'Assemblée nationale, a rappelé que des organisations et groupes luttèrent depuis des années pour faire condamner les assassinats de femmes liés à leur genre. Mais la mort violente de Karina a été l'impulsion qui a donné naissance au Code pénal, entré en vigueur en avril 2014, incluant l'article 141, qui stipule le féminicide comme crime. Dans une interview, l'ex-députée Gina a dit « L'assassinat de Karina a aidé les citoyens à comprendre notre combat. Ce n'est pas qu'elle soit simplement apparue morte. Elle a été violée, abusée, blessée et assassinée de manière extrêmement cruelle, alors qu'elle était en situation d'absolue vulnérabilité. » Et elle a conclu en disant que la couverture médiatique de l'affaire n'a jamais laissé de place pour connaître l'histoire de Karina, pour savoir ce qu'elle faisait ou ce qu'elle aimait. Après son assassinat, elle a été publiquement condamnée pour sa beauté, son métier de mannequin et son genre. Le traitement réservé par les médias a profondément affecté sa famille
et ses proches. L'universitaire, écrivaine et journaliste Christina Burneux, professeure à Quito en 2013, se rappelle que ses élèves étaient amis avec Karina Del Pozo. C'est ainsi qu'est née la chronique La Palabre, une chronique d'opinion qu'elle a construite avec eux et qui a dénoncé une vision discriminatoire et misogyne qui condamnait le fait de sortir seul, de trop boire, de sortir avec n'importe qui. La grande amie de Karina, Alejandra, celle dont j'ai parlé au début de l'épisode, vit comme si le temps ne s'était pas écoulé pour elle, comme s'il y avait là une lacune. Sa voix tremble encore lorsqu'elle revit la souffrance que son amie a vécue il y a 10 ans. Son esprit a même effacé le discours prononcé aux funérailles de sa meilleure amie. Mais elle a continué à se battre pour éviter que d'autres femmes ne subissent violence ou abus, comme Karina. En 2018, après la reconnaissance du féminicide, l'Équateur a adopté la loi organique pour prévenir et éradiquer la violence contre les femmes. 1 an plus tard, l'ex-président Lénine Moreno a instauré une allocation pour les enfants et adolescents orphelins à cause des féminicides. Et ils sont nombreux dans ce pays, comme dans tous les pays, n'est-ce pas, hein? Mais alors que beaucoup luttaient au nom de Karina contre la violence de genre, l'opinion publique avait déjà choisi son coupable numéro 1 dans cette affaire, et c'était David. Selon ce qui a été présenté dans un mémoire de maîtrise en droit pénal du juriste Joe-Paul Ocanra Merino, qui est ensuite devenu l'avocat de David, il y a eu une campagne d'attaque sur les réseaux sociaux et dans les médias contre les personnes impliquées. Une partie de la société considérait déjà David coupable, sans connaître les preuves ni les détails de l'affaire. Ils accusaient le jeune homme principalement à cause de son apparence et de son mode de vie. Autrement dit, David correspondait au stéréotype du criminel, du membre de gang. Vous vous rappelez que quand j'ai présenté David au début, j'avais dit que cela prendrait tout son sens plus tard, lors des répercussions de l'affaire. Eh bien, les soupçons ont en quelque sorte été dirigés vers lui. À cause de ce qu'il était, n'est-ce pas? Apparemment. Bien sûr, tout cela a été corroboré par le fait qu'il avait été avec ces jeunes la nuit de cette petite fête, qu'il avait été dans la voiture. Mais comme nous allons le voir à partir de maintenant, tout est tellement complexe, tout est tellement embrouillé. On dirait que chacun rejette la faute sur l'autre, et il y a vraiment un écran de fumée, une sorte de pénombre, dans les moindres détails. Dans cette affaire, pendant la détention provisoire, la mère de David est morte d'un cancer. Pendant ce temps, les accusés changeaient leur version. Dans un témoignage, Manuel a déclaré que David avait dit « Comment rejoindre Llanotico, cet endroit isolé au cœur de la forêt ?» Plus tard, Manuel a accusé directement David d'être l'auteur matériel et intellectuel du crime. Il a d'abord précisé qu'en partant de la fête, Nicolas a demandé de raccompagner tout le monde et tous sont montés dans sa voiture. D'abord, Cecilia a été déposée, puis Nicolas. Et lorsqu'il se dirigeait vers la maison de Karina, il a raconté aux jeunes son intention de continuer à boire. Karina n'a pas voulu, elle est descendue de la voiture et a pris un taxi. Dans un autre témoignage, cependant, il a affirmé qu'après avoir déposé Nicolas chez lui, David, qui avait déjà embrassé Karina, a conduit tout le monde dans un endroit pour qu'ils puissent continuer à boire. Pendant ce temps, David caressait Karina. Ils étaient sur la banquette arrière et elle, même somnolente, tentait de l'empêcher. Arrivée sur place, la jeune fille s'est réveillée et est sortie du véhicule, suivie par David. Manuel et José, les bons petits amis, ne sont pas sortis avant d'entendre quelques cris. Alors ils sont allés voir ce qui se passait. En s'approchant, ils ont entendu David insulter Karina. Voyant ce qui se passait, ils sont retournés vers le véhicule tout en entendant Karina supplier pour sa vie. Alors, Manuel a dit qu'il y est retourné pour voir ce qui se passait. Et la jeune fille était par terre, en train de pleurer, et David a demandé à Manuel de la tuer. Autrement dit, David a demandé à Manuel. Tout le monde est impliqué là, n'est-ce pas? Il s'est alors approché de Karina, acceptant plus ou moins la proposition de David, qui était bien ivre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voyez comme ces histoires sont fantaisistes. Il a alors chuchoté à Karina, fait semblant d'être morte, d'accord? Il a donc demandé à Karina de faire semblant, non? Mais David, en s'apercevant de cette mise en scène, a commencé à étouffer la fille. Puis il lui a frappé la tête avec une pierre. José Sévi, présent dans la voiture, a tenté de minimiser son rôle en affirmant qu'il était très ivre. Mais ensuite, il a aussi changé sa version et a dit qu'il avait eu des relations consenties avec Karina pendant la fête dans l'appartement. Les gars, c'est toujours comme ça. C'est confus, mais aussi évident, non? Évidemment, Manuel et José, selon moi, d'après ce que je comprends,
Ce que l'affaire a clarifié et révélé. Ils ont abusé et ont commencé à inventer des versions selon lesquelles c'était consenti, etc. Ils ont commencé à rejeter la faute sur David, disant qu'il était peut-être vraiment resté avec Karina à la fête, n'est-ce pas, ça y est pas? Y a-t-il vraiment du matériel génétique là-bas? Dans une autre de leurs versions, parmi les nombreuses qu'ils ont racontées pendant le procès, José a dit que lui et Karina avaient consommé de l'alcool et du cannabis et qu'il a vu Karina embrasser David avant qu'il ne quitte la fête. Ensuite, tout le monde est parti dans le véhicule de Manuel et ils ont d'abord déposé Cecilia et Nicolas chez eux. Tout le monde est d'accord, hein, non? Il semble que Cecilia et Nicolas aient été les premiers déposés. Il a vu donc quand David et Karina sont restés seuls à l'arrière et que David aurait commencé à toucher Karina. Elle a commencé à se plaindre de cet abus. David se serait énervé et aurait dit ceci: « Tu vas voir ce qui t'arrive pour être une pute. » Ils se sont alors dirigés vers un endroit abandonné. En chemin, Karina s'est endormie. Arrivé dans l'endroit isolé, David a dit à Karina de descendre. José et Manuel sont restés dans la voiture jusqu'à ce que, en entendant des cris, ils descendent et voient gaiement Karina par terre, tandis que David lui criait dessus. « Osez ce qui t'arrive, sale pute !» Et David et Manuel ont décidé de tuer Karina. José a dit qu'il est retourné à la voiture et a attendu. Il n'a pas vu la suite, mais il se souvient avoir vu Manuel arriver avec une pierre ensanglantée. Ensuite, les trois sont aussitôt partis. C'est un jeu de responsabilité. Ils sont vraiment amis, non? Tout le monde essaie de se couvrir, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'était donc l'une des nombreuses versions que José Séville a données en expliquant à la police. Cependant, certaines femmes connues de l'affaire ont témoigné de sa mauvaise réputation. De José, qui était peut-être impliqué dans la drogue, les armes, et qui était connu pour saouler des femmes et abuser d'elles. Quant à David, il a avoué que sa première déclaration avait été faite sous la menace, et pour cette raison, il l'a soutenue, et ce qui a été rapporté par les deux autres impliqués. Dans la première version, David a dit qu'ils étaient tous montés dans le véhicule de Manuel, et comme tout le monde, Cecilia et Nicolas sont d'abord restés à la maison. Ensuite, il s'est endormi à cause de l'alcool et s'est réveillé en voyant Karina en colère appeler un taxi. Dans sa version ultérieure, il a souligné que c'est lui qui a demandé à ses amis de partir, car il devait se lever tôt. Il ne se souvient que du moment où ils ont ramené Cecilia chez elle, puis lui chez lui. Le lendemain, il était avec sa mère à l'hôpital, et c'est Manuel qui lui a dit ce qu'il devait dire dans sa déposition, car il ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé. Il a ajouté aussi qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse avec la victime. Mais il s'est contredit en disant d'abord se souvenir du moment où ils avaient laissé Cecilia, puis en affirmant ne pas s'en souvenir. Parce qu'il dormait tout le temps. Eh bien, les amis, David, à ce moment-là, s'est vraiment complètement embrouillé, n'est-ce pas? Il s'est un peu embrouillé dans ses propres déclarations. Ici, cela nous amène à nous demander, est-ce qu'il avait simplement peur d'être impliqué dans l'affaire? Est-ce qu'il ne s'est vraiment rien passé avec lui? Il essayait juste de s'en sortir et s'enfoncer de plus en plus dans l'affaire? Ou bien a-t-il vraiment eu une participation active dans cette atrocité qu'ils ont commise contre Karina? C'était seulement José, Manuel? La situation était complexe. Chacun se rejette la faute. Il ne restait plus qu'aux policiers de tenter de comprendre ce qui s'est passé. Sur ordre du ministère public, une perquisition a donc été effectuée au domicile des personnes impliquées. L'opération a permis de récupérer des draps, oreillers, chaussures et vêtements, ensuite analysés. Le 8 mars 2013, le ministère public et des experts en criminalistique ont mené une nouvelle inspection sur la scène du crime. Et pour résumer ici, les autorités ont commencé à tout faire du mieux possible. Comment une enquête doit-elle réellement être menée? Le procureur Vicente Reynoso a partagé ses soupçons sur ce qui s'était passé. Et selon lui, la jeune femme a confronté les trois hommes, dont l'un était spécialiste en arts martiaux, et qu'elle n'a eu aucune chance de se défendre. Vicente Reynoso, quant à lui, n'a jamais cessé de montrer qu'il accusait David plus à cause de son apparence physique qu'en raison des preuves trouvées contre lui. Et ici, les amis, c'est le talon d'Achille de cette enquête, n'est-ce pas? Le responsable même de l'enquête faisait une... Se comporter de cette manière laisse en quelque sorte une tache sur tout ce processus, n'est-ce pas? Mais très bien. Le ministère public et les agents de criminalistique, accompagnés des 5 suspects et de leurs avocats respectifs, ont procédé à une reconstitution de l'affaire, avec des descriptions détaillées des 8 dernières heures de vie de Karina. Lors d'une autre inspection à l'Anotico, ils ont trouvé une pierre tachée de sang qui appartenait à Karina.
Les résultats des analyses génétiques ont confirmé que tant la pierre que les échantillons trouvés dans la voiture de Manuel correspondaient à l'acide désoxyribonucléique de Karina. Alors, les autorités ont conclu que David, Manuel et José étaient effectivement les principaux impliqués. Lors de la perquisition, l'équipe a aussi constaté que Manuel et José avaient de la terre du lieu où le corps a été trouvé. Sur leurs chaussures et leurs vêtements portaient un acide désoxyribonucléique correspondant à celui de Karina. Et comme si cela ne suffisait pas, la carte mémoire du téléphone de la jeune fille se trouvait dans le portefeuille de Manuel. Aucune preuve de ce type n'a été trouvée sur les vêtements ou chaussures de David. Mais le ministère public a émis l'hypothèse qu'il aurait pu nettoyer tous ses vêtements et chaussures pour effacer toute trace compromettante. L'enquête s'est poursuivie jusqu'à ce qu'à la fin du mois de juin, le juge Raúl Martínez reçoive l'accusation du parquet. David, Manuel et José ont été inculpés, Cecilia et Nicolas écartés puis libérés. Et en septembre 2013, lors de la première audience, le ministère public a convoqué 32 témoins, la plupart des policiers et des experts impliqués dans l'affaire. Alors, le 3 octobre de cette même année, le procès a enfin connu son verdict tant attendu. Il a été conclu que l'une des nombreuses versions présentées par Manuel, et il faut dire qu'il en a donné environ 6 différentes, était la plus vraie, ou du moins la plus proche de la vérité. Au moins, David a été qualifié d'auteur matériel du crime, tandis que Manuel et José ont été considérés respectivement comme co-auteurs et complices. Au cours des audiences, Manuel a été décrit comme un individu ayant des complexes d'infériorité, soumis, coopératif et dépendant, avec des comportements de mépris et de ressentiment envers les femmes. Les spécialistes ont conclu que José, violent, montrait des traits psychopathiques, sans principe, et exprimait de la haine envers les femmes. En ce qui concerne David, aucun signe de rejet ou de discrimination envers le sexe féminin n'a été détecté, bien que des traits de personnalité narcissique et paranoïaque aient été identifiés. Mais, comme je l'ai déjà dit au début, il s'agit d'une affaire pleine de questions. Regarde ça, la défense de David a toujours soutenu qu'il n'a même pas été prouvé qu'il se trouvait sur la scène du crime. Il n'y avait que les témoignages des 2 autres personnes impliquées, qui, convenons-en, changèrent de version tout le temps et donnent vraiment l'impression qu'ils étaient de mèche pour placer David sur les lieux, non? Mais les arguments de la défense n'ont servi à rien. Après de longues semaines de procès, le 8 octobre 2013, Giovanni David Pinabueno, Manuel Gustavo Salazar Gomez et José Antonio Sevilla Freire ont été condamnés à la peine maximale de 25 ans de prison pour le crime contre Karina Del Pozo, sans droit à modification, sans aucune circonstance atténuante, en raison de l'émotion sociale que ce crime a provoquée. Chacun a également été condamné à indemniser la famille de la victime. Pendant qu'ils écoutèrent la sentence, le seul à pleurer fut David. Les autres ont montré un sang-froid effrayant. David, les gars, n'avait jamais eu de problème avec la justice auparavant. La situation a empiré pour lui après avoir été agressé physiquement et victime d'abus en prison. Mais David a compris que pleurer là-bas ne servirait à rien. Alors il a commencé à étudier. Il a beaucoup étudié. David et son avocat, Jopol Okanra Merino, ont commencé une lutte incessante pour prouver son innocence. Le premier recours a été rejeté en janvier 2014 pour avoir été jugé hors délai. Ils ont déposé le recours trop tard, d'accord? Pendant ce temps, la famille de Karina poursuivait son combat, un combat pour toutes les femmes équatoriennes. En collaboration avec plusieurs organisations de défense des droits des femmes, en août 2014, la mort de Karina a pris un sens. Évidemment, rien n'effacera la douleur, mais cela a commencé à l'atténuer et à donner un sens à tout ce chaos. En effet, l'Équateur a finalement criminalisé le féminicide dans son vaste code pénal organique, avec des peines allant de 22 à 26 ans de prison. La mort de Karina a-t-elle réellement modifié la situation complexe des femmes ici ? Tandis que l'Équateur progressait judiciairement et moralement, David se concentrait sur sa liberté. Il étudiait le droit et cherchait sans cesse la justice. En mars 2017, ils ont introduit le premier recours en révision, affirmant qu'il avait été condamné sur la base de documents, de faux témoins ou de rapports d'experts malveillants ou trompeurs. 1 an plus tard, la Cour nationale de justice a rejeté le recours, mais ils n'ont pas abandonné. David et son avocat ont insisté sur la révision.
Le 14 janvier 2019, David s'est présenté devant la Cour constitutionnelle et a déposé un recours extraordinaire contre le refus de justice, car c'était sa deuxième demande de révision. Ils ont affirmé que le tribunal national avait violé ses droits à une protection judiciaire effective. L'affaire a été réexaminée par le juge Augustin Grijalva qui, le 16 juin 2021, a confirmé cela. Il y a bien eu violation des droits de David et, par conséquent, il a accepté l'action extraordinaire de protection. Après la décision, le refus du tribunal national a été annulé et il revenait désormais à son tribunal, le tribunal de ce juge-là, de juger le recours en révision. À cette occasion, l'avocat de David a déclaré qu'il présenterait 13 nouvelles preuves, ce qui signifiait qu'il demanderait l'inclusion d'études réalisées par de nouveaux spécialistes en génétique, en enquête criminelle, en technologie et en psychologie criminelle. Pendant tout ce temps, David a obtenu son diplôme de droit et en même temps, il travaillait à la cantine de la prison. Mais sa persévérance, sa décision de ne pas abandonner ont finalement porté leurs fruits. Le 23 mai 2023, une audience a eu lieu. Et, après avoir purgé 10 ans et 3 mois de prison, il a été décidé qu'il pourrait être libéré sous condition, dans le cadre d'un accord de prélibération, avec certaines conditions à respecter. Parmi celles-ci, se présenter régulièrement devant la justice et fournir également des rapports psychologiques de manière périodique. Mais alors, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? David a-t-il aidé dans ce crime ? Y a-t-il participé ? En a-t-il été l'auteur ? C'était un crime complètement sauvage, traître. Est-ce qu'il est vraiment impliqué dans tous ces faits ? Je veux connaître votre avis dans les commentaires. Mais ce n'est pas encore fini, d'accord ? La vie de Karina a été très courte et arrachée de façon lâche, brutale. Mais son départ a signifié l'inclusion du féminicide dans la législation équatorienne et un profond débat sur le sujet. Le cas de Karina Del Pozo est débattu et il continuera de l'être pendant de nombreuses années. Non seulement dans les milieux académiques, en raison des actions douteuses de la justice, mais aussi dans les rues, à l'intérieur des foyers équatoriens. Car cela a eu une énorme répercussion sociale, donnant une voix à celles qui auparavant n'avaient même personne à qui demander de l'aide. C'est pourquoi, malgré la tristesse et le choc, la mort de Karina a vraiment, n'est-ce pas ? Cela a éveillé un but chez les citoyens de l'Équateur. Et d'une certaine manière, sa mort n'a pas été vaine, n'est-ce pas ? Si on y pense comme ça, car elle a suscité toute cette émotion. Et une nouvelle loi qui vise à atténuer la souffrance des femmes et punir sévèrement ces lâches qui commettent des féminicides est là, en vigueur de nos jours. Mais je veux connaître votre avis sur tout ce que je viens de vous raconter. En voyant tout cela, tous les témoignages rapportés, on dirait qu'il y a anguille sous roche, non ? Utilisez l'espace thérapeutique dans les commentaires. C'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Merci pour votre compagnie. À bientôt.